L'argent et moi, tout un poème. L'argent et moi, tout un poème. Eh bien oui, je suis née dans une famille où l'argent manquait dès le départ et je me retrouve aujourd'hui à 58 ans, un petit peu dans la même situation. Voilà, le temps passe et il y a des choses qui évoluent et tout n'évolue pas forcément, comme on l'aurait voulu au départ. Pour autant, rien n'est inéluctable et pour ma part, je sais que j'ai des leçons à apprendre de la vie, que ce n'est pas des punitions, ce sont juste des leçons à comprendre. Et ce que je vis aujourd'hui fait partie des leçons à comprendre de la vie. Alors, je vais commencer mon histoire par le début, c'est toujours le plus simple de commencer par le début, c'est le plus facile, ça évite de s'en mêler. Alors, je suis née dans une famille, en fait, où mon papa est décédé avant que je naisse, et donc ma maman s'est retrouvée veuve avec 3 enfants en bas âge, et moi qui suis arrivée après la mort de mon papa. Mon papa, c'était le soutien financier de la famille, hein. Ma maman ne travaillait pas avec 3 enfants en bas âge, et moi j'ai 58 ans, donc à l'époque, voilà, ça ne se faisait pas non plus que les femmes travaillent, c'était souvent, les femmes dépendent de l'argent de leur mari, elles sont à la maison, elles gèrent toute la maison, mais elles ne sont pas indépendantes financièrement. Et donc, nous avons vécu donc pauvrement, hein, dans mon enfance, voilà. C'était ma maman a dû faire des ménages, ma maman est une femme simple, donc elle se faisait arnaquer, régulièrement. Je m'en suis rendu compte, quand j'ai beaucoup plus tard, quand j'ai demandé sa retraite. Je me suis rendu compte que sur ces feuilles de paye à l'époque, il y avait juste un chiffre, il n'y avait pas de mois, pas d'année, pas le nom de l'employeur, et cetera. Enfin voilà, c'était très olé olé à à l'époque, la retraite. Et quand j'étais la curatrice de ma maman et que j'ai fait les papiers pour avoir sa retraite, et ben voilà, elle avait travaillé beaucoup d'années, mais elle était surtout beaucoup exploitée, ma maman. Donc voilà, donc j'ai grandi dans une famille où l'argent ne roulait pas, on roulait pas sur l'or, hein, l'argent, voilà, c'était compliqué. En plus, il y avait la belle famille aussi, chez moi puisque, ma maman étant seule avec des enfants, c'était compliqué, pour gérer tout ça. Donc il y avait les grands-parents paternels, il y avait les 2 oncles paternels et tout le monde vivait de peu, c'était comme ça. On était habitués, on s'en rendait pas compte. Moi personnellement, je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans une famille pauvre parce que pour moi, tout le monde vivait pareil. Donc c'est comme ça, on s'imagine pas que d'autres vivent différemment. C'était mon milieu et je me suis pas du tout rendu compte de la pauvreté avant de devenir moi-même adulte, moi-même ayant des enfants, et cetera. Donc voilà, donc j'ai vécu, voilà, pauvrement et ma maman, elle a fait ce qu'elle a pu pour s'en sortir et quand, beaucoup, beaucoup plus tard, donc voilà, ma maman, devait se retrouver sous curatelle parce que, elle ne pouvait pas gérer son argent. Donc elle a voulu que ce soit moi qui gère son argent, mais c'était pas forcément une bonne idée de gérer l'argent de sa maman. Quand l'affectif se mêle à l'argent, c'est problématique. C'est-à-dire que ma maman, disait à une de mes sœurs que je lui volais son argent. Pour moi qui suis maladivement honnête, alors il y a des fois, voilà, je suis très honnête comme fille, mais un peu trop. Mais je me guéris, hein, je me guéris petit à petit, voilà. Et me faire traiter de voleuse alors que je ne lui ai jamais pris, 1 centime, enfin voilà, j'ai tout géré son argent sans lui prendre 1 centime, c'était vraiment très difficile pour moi. À tel point qu'à un moment, j'ai dit: «Non, je renonce à gérer son argent, je vais la confier, à l'UDAF», hein. L'UDAF gère l'argent des gens sous tutelle. Donc ils étaient ravis de reprendre le dossier de maman parce que tout était prélevé, viré, enfin tout était cadré. Je lui avais pris une assurance vie, donc je lui ai fait avoir sa retraite qu'elle n'avait pas. Je lui avais pris une convention obsèque, enfin tout était prévoyance, tout était cadré pour, une assurance dépendance parce que malheureusement de nos jours, voilà, il faut y penser. Et tout était cadré, ce qui fait que quand maman est arrivée en maison de retraite, nous les enfants, les 4 enfants, nous n'avons rien eu à payer. Tout était couvert, voilà, entre sa retraite et les aides qu'elle avait, on n'a rien eu à payer. Et quand maman est décédée, nous pensions, nous les 4 enfants, nous n'attendions rien, on savait qu'elle n'avait pas de maison, qu'elle n'avait pas de bien, donc pour nous, on n'espérait pas d'héritage, ça c'était clair et net, on n'espérait rien, on espérait surtout, pour être honnête, à ne pas avoir payé les obsèques, voilà, mais pour le reste, on n'attendait rien. Et en fait, ça a été une très belle surprise puisque je lui avais fait prendre une assurance vie et en fait, quand elle est décédée, les 4 enfants, on s'est retrouvés avec 5 000 € chacun qu'on n'avait pas du tout prévu et c'était vraiment un beau cadeau posthume, de maman
et vraiment nous avons apprécié ces 5 000 €, c'était vraiment un cadeau du ciel puisque nous n'attendions rien. Et puis, maman, donc j'ai été sa curatrice pendant un moment, donc j'ai arrêté, et quand maman elle est morte, en fait, elle est morte d'un cancer de la langue, et elle est restée 5 mois hospitalisée à Lons-le-Saunier, et à l'époque, j'étais encore, un peu infirmière libérale, mais je ne trouvais plus de remplacement, et en fait, c'était très bien parce que ça m'a permis de rester auprès de maman, les derniers mois de sa vie, les 3 derniers mois de sa vie. En fait, tous les après-midi, j'étais auprès d'elle, et je ne voulais rien d'autre parce que c'était ma priorité. Je savais que, après, c'était fini, je la verrais plus, et je remercie beaucoup la vie d'ailleurs de m'avoir donné, tout ce temps, pour m'occuper de ma maman et de la famille, voilà, les derniers mois de maman. Et donc financièrement, donc je ne recevais plus rien d'argent puisque je ne travaillais plus, et je vivais sur mes réserves. Et en fait, je suis arrivée donc à la fin de l'année, 2017, le 11 novembre 2017, c'est la mort de ma maman, avec plus un rond en poche. Je recommençais une fois de plus l'année 2018 à zéro financièrement, alors pas à zéro intellectuellement, psychologiquement, on avance toujours, on est toujours, voilà, on avance toujours, mais financièrement, voilà. Et en fait, 18 mois après le décès de maman, j'ai reçu encore de l'argent, alors je dirais inconsciemment, volontairement de maman, mais grâce à maman, de convention obsèque. Et pour moi, cet argent ne m'est revenu qu'à moi, puisque j'étais la seule bénéficiaire. Et en fait, moi, je l'ai interprété, alors c'est ma façon de voir les choses, que c'était un cadeau pour moi, pour mon honnêteté, parce que je n'ai jamais pris un centime de l'argent de maman, j'ai tout géré, j'ai tout fait, mais voilà, je ne me suis jamais payée, je ne me suis jamais octroyé quoi que ce soit. Et voilà, j'ai toujours été honnête, et pour moi, c'était vraiment la récompense de mon honnêteté. Même si ça arrivait 18 mois après, c'était la récompense de mon honnêteté. Donc, pour vous dire, voilà, le rapport à l'argent, déjà par rapport à ma maman, donc elle a toujours été pauvre, elle a travaillé, mais pas forcément bien payée, bien reconnue. Donc mon papa donc est mort avant que je naisse, donc c'était soutien financier. Donc financièrement, voilà, c'était compliqué puisque voilà, il y avait plus d'hommes à la maison pour, faire rentrer de l'argent dans les caisses, si je puis m'exprimer ainsi. Et quand j'ai grandi, donc voilà, j'ai rencontré donc mon ex-mari, et mon ex-mari, lui ne souhaitait pas que je travaille, pour des raisons, voilà, qui lui sont propres, que j'ai compris beaucoup plus tard. Et moi, je voulais une famille nombreuse. Moi, je voulais avoir la famille que je n'avais pas eue, c'est-à-dire avoir un papa, une maman et des enfants heureux, etc. Bon, j'ai pas réussi sur toute la ligne, on va être très clair, mais j'ai pas trop mal réussi quand même. Tout n'a pas été un échec, loin s'en faut. Mais pour autant, au niveau de l'argent, en fait, donc mon ex-mari travaillait, moi je ne travaillais pas, puisque moi aussi j'avais 4 enfants, et que c'était un peu compliqué de travailler avec 4 enfants. Et donc, je dépendais entièrement de son argent. Et c'est-à-dire que quand je faisais des cadeaux pour son anniversaire, etc., je m'entendais dire: «Oui, bah, tu me fais des cadeaux avec mon argent». Donc, donc voilà. Oui, c'est un peu vrai, mais bon, voilà. Donc, l'argent et moi, c'est tout un poème, c'est-à-dire que pour avoir mon indépendance, mon autonomie, eh ben, c'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, donc, quand j'ai dû divorcer donc, de mon ex-mari, c'était très compliqué pour moi parce que je pensais n'avoir aucune valeur, je me pensais ne rien valoir, et j'avais même pas mon bac, j'avais pas fait d'études, donc voilà. Donc oui, certes, je suis intelligente normalement, mais enfin, j'ai pas de diplôme, et ce qui m'empêchait beaucoup de divorcer, c'est le fait de me dire: «Est-ce que je vais m'occuper comme il faut de mes 4 enfants?» Ça, c'était le truc, voilà. Est-ce que j'en suis capable? Et puis surtout financièrement, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ma famille, et cetera. Enfin voilà, j'avais personne sur qui compter. J'étais vraiment toute seule, personne sur qui compter. Et donc c'est ce qui me bloquait beaucoup quand il a fallu divorcer. Et puis quand j'ai réussi quand même à divorcer, j'ai trouvé un boulot à Intermarché à Lons-le-Saunier. À l'époque, donc j'avais un vélo parce que je n'avais pas les moyens évidemment d'avoir une voiture, et j'allais par tous les temps, à 5 heures du matin, travailler à 5h30 tous les matins, du lundi au samedi, à mettre en rayon, dans le rayon, fromage, yaourt, et cetera. Voilà, et j'allais tous les matins, j'étais très contente d'avoir trouvé un travail. Alors c'était 25 heures au SMIC, même si ces personnes ont été essentielles, hein, on l'a vu lors du confinement, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont payées. Donc enfin, elles sont payées, mais pas beaucoup.
Et donc, j'étais à 25 heures au SMIC, mais moi j'étais contente puisque je sortais d'un divorce où je ne travaillais pas, donc j'étais bien contente d'avoir trouvé du boulot. J'étais contente parce que je travaillais le matin, ça veut dire que j'étais là le midi pour les enfants, j'étais là pour le soir pour les enfants, donc ça me permettait qu'avec les enfants de ne pas trop couper, c'est-à-dire que voilà, j'étais encore là présente, il fallait qu'ils se débrouillent le matin tout seuls, ce qu'ils ont très bien géré, se sont très bien gérés pour ça, voilà, entre eux, voilà, pour aller à l'école, etc., enfin gérer ce qu'ils avaient à gérer. Donc ensuite après Intermarché, moi j'avais un rêve depuis toute petite, c'était de devenir infirmière. Mais je n'avais pas mon bac et donc je ne pouvais pas passer le diplôme d'infirmière sans le bac. Donc il me fallait faire 3 ans d'aide-soignante pour pouvoir avoir le droit de passer le concours, etc. Donc, au bout de quelques années d'Intermarché, où je commençais vraiment à en avoir marre de me lever à 4h30 du matin, ça commençait à être un peu fatigant, parce que du coup, bien sûr, quand on se lève à 4h30 du matin, ça veut dire que le soir, on se couche tôt aussi. Donc voilà, ça influe sur toute la vie aussi. Et donc, j'ai passé le concours d'aide-soignante, je l'ai eu et je suis partie pour un an de formation en 99. Et j'ai réussi à me faire licencier à Intermarché parce que le directeur s'en allait, voilà, il vendait cet Intermarché, donc je lui ai expliqué mon cas, il a bien accepté de me licencier. Sauf que ce que j'avais pas prévu, j'avais prévu que j'aurais le chômage donc pour me payer ma formation d'aide-soignante, sauf que je n'avais pas prévu que j'allais être 4 mois sans paye. Parce qu'en fait, j'avais pas pris mes congés payés, j'avais des délais de carence, etc., etc. Tant et si bien que les acédiques m'ont dit oui, on vous prendra en charge, mais dans 4 mois. Donc, comme d'habitude, c'est toujours compliqué quand on a une paye, une petite paye, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on n'en a plus du tout. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait à l'époque. Bon, je vivais de 3 fois rien, hein, comme d'habitude. Mais bon, j'ai passé les 4 mois sans paye. Ma foi, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai payé mes factures parce que ça, moi, c'est maladif. Il faut que je paye mes factures. Ça, je suis très, très maladif là-dessus. Enfin, voilà, bref. Et donc, j'ai réussi et j'ai quand même fini mon année aide-soignante. Et après, j'ai trouvé du boulot comme aide-soignante et j'ai pu évoluer. Et au bout de 3 ans, 3 ans et demi d'aide-soignante, j'ai passé le concours à infirmière parce que c'était quand même ça que je voulais. Et là encore, il y en a d'autres qui se sont fait aider, d'autres qui ont été licenciés. Moi, pas du tout. Mes 3 années et demie d'études d'infirmière, c'était vraiment la galère. Vraiment, si j'avais su ce qui m'attendait, je crois que je ne les aurais pas fait. Mais heureusement, je n'ai pas su. Et heureusement, je suis très optimiste de nature. Et je suis pleine d'espoir et d'enthousiasme. Et je n'ai vu que mon évolution voilà, pour devenir infirmière et pour réaliser mon rêve. Et heureusement, je n'ai pas pensé à toutes les difficultés que je rencontrerais. Et ce qui était très sympathique à l'époque, c'est que mes enfants étaient un peu plus grands. Et donc, je disais, on est une famille d'étudiants. Je suis étudiante, mes enfants sont étudiants. Et c'était assez sympathique. On parlait notes, on parlait devoirs à la maison. C'était assez sympa. Et ils me réconfortaient en me disant, quand j'avais une mauvaise note, moi, ça j'en faisais tout un pataquès d'avoir une mauvaise note à mon âge. Ils me disaient, oh, la mère, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça ira mieux la prochaine fois. Enfin, voilà. C'était une période assez sympathique, par ailleurs. Mais c'est une période où financièrement c'était très dur parce que je pensais avoir des aides et en fait je ne les avais pas. Là par contre, là où j'étais avant, ils ont licencié une autre personne, mais moi ils ne m'ont pas licencié. Donc ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment sans revenu. Et je pensais avoir des bourses et des aides, et ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai vraiment galéré financièrement pendant 3 ans et demi. J'ai dû travailler en plus de mes études, en plus d'élever mes 4 enfants, et j'ai dû travailler comme aide-soignante les week-ends, les jours fériés, les vacances, etc. Dans des conditions, je me souviens d'une fois où il faisait de la neige, j'étais à Orgelet, à la DMR d'Orgelet. J'étais montée à Orgelet et en fait il a neigé entre-temps, donc le dimanche matin je suis partie, mais le dimanche midi quand il a fallu rentrer chez moi, je ne voyais plus rien, tellement il neigeait. Et la route, tout était blanc sur la route, on ne voyait plus la route. J'ai dû me payer la côte de Montaigu. Alors, si vous n'êtes pas de Lons-le-Saunier, ça ne vous dit rien, mais la côte de Montaigu, elle est comme ça. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'était un peu stressant. Les chasse-neige et tout. Enfin voilà, c'était vraiment, oui, ouais, c'était quand même pas serein, serein pour autant mes remplacements. Mais je les ai faits jusqu'à la fin de la 3e année où je n'en pouvais plus. Physiquement, psychiquement, j'étais à bout. Et donc, j'ai fait un emprunt pour finir les 9 mois qui me restaient parce que là, je ne pouvais plus travailler. J'étais vraiment psychiquement et physiquement à bout.
Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée infirmière, mais je me suis retrouvée infirmière avec un prêt à rembourser sur 5 ans et je remboursais 300 € par mois. Et quand j'ai vu ma première paye d'infirmière, je me suis dit: «J'ai quand même pas fait tout ça pour ça». Si. Tout comme caissière ou voilà, employée d'Intermarché, ben, nous sommes des gens indispensables dans la vie actuelle, les infirmières et cetera. Mais alors, typiquement féminin et typiquement mal payé. Donc j'ai pas choisi ma carrière, j'ai mal choisi ma carrière si je voulais devenir riche en fait. Donc voilà. Pour autant, le métier d'infirmière m'apporte quand même bien des satisfactions et je suis très heureuse, voilà, de mon travail. Mais pour autant, moi, dans mon travail, en fait, par rapport à l'argent, l'argent ne m'arrête pas quand il s'agit, de suivre mes intuitions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, quand quelque chose, quand j'ai fait le tour de la question de quelque chose, quand je m'ennuie, je change. Enfin, je ne peux pas faire un boulot plus de 4 5 ans parce que ben, j'ai fait le tour de la question et je m'enquiquine et moi, je ne peux pas m'enquiquiner. Si ça ne m'intéresse pas, s'il n'y a pas un challenge, moi, si je n'apprends pas quelque chose de nouveau, ben, moi, j'ai fait le tour, donc je passe à autre chose. Et infirmière, c'était pareil que le reste, c'est-à-dire que je suis restée infirmière à l'hôpital d'Arbois et au bout d'un moment, quand j'arrivais à l'hôpital, j'étais fine énervée, enfin tout m'énervait, il n'y avait rien qui allait. Et je me suis dit, bon, ben, Claudine, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, ça va pas le faire. Voilà, tu n'es plus là, mais voilà. Mais moi, je suis toute seule, donc bah, il faut bien que je gagne ma vie. Hein, je peux compter sur personne. Et je veux surtout plus compter sur personne. J'ai vécu la dépendance financière à mon ex-mari, et ça, j'en veux plus. Donc, ça, c'est clair. Et donc, Katoro a raison. Et donc, je dis, bah, c'est bien, tu veux plus être infirmière à l'hôpital, puis qu'est-ce que tu veux faire? Et là, le hasard, la vie, enfin voilà, me guide, voilà. Je rencontre une personne qui est infirmier libéral et que je lui dis, ben voilà, je voudrais être infirmière libérale, comment ça se passe, etc. Mais je ne veux pas avoir de cabinet à moi, je préfère être remplaçante. Je ne veux pas, voilà, je veux pas recommencer à tout à zéro. Enfin, je veux être remplaçante, comme ça je suis libre d'aller où je veux, comme je veux. Et au bout de la conversation, cet homme me dit, mais moi justement, je cherche une infirmière remplaçante. Oh, bah, je dis, ben, magnifique. En plus, sur ça dans les bains, tip top. Donc voilà, donc je suis devenue infirmière libérale, mais c'est pareil, infirmière libérale, j'adorais aller à domicile chez les gens, enfin de toute façon j'ai toujours adoré voilà, le contact avec les gens, le contact humain, c'est ce qui m'a guidée toute ma vie, et ça j'en changerai pas, ce serait dommage. Mais au bout d'un moment, je gagne très bien ma vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la fin de vie de maman, je gagne très bien ma vie, j'ai de l'argent de côté, donc je peux me permettre de ne pas travailler pendant 3 4 mois, avec mon train de vie, ce que j'ai comme côté, ça va bien. Mais toujours est-il qu'au bout de 3 4 ans, eh ben, j'en ai marre, c'est toujours les mêmes patients, les mêmes patientes. Enfin voilà, j'ai fait le tour de la question et ben, je m'ennuie à nouveau. Et là, je me dis là encore la même question, mais qu'est-ce que je veux faire? Parce que ben, infirmière, voilà, ça m'ennuie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fait, ben, je cherche, c'est le hasard, toujours le fameux hasard ou le guide, comme vous voulez. Je promène mes petits-enfants dans une librairie et je vois un bouquin qui s'appelle Tout le monde peut magnétiser. Ah bon? Tout le monde? Même moi? Je ramène le bouquin et je fais le test du citron. Alors, le test du citron, vous pouvez vous amuser à le faire parce que tout le monde peut magnétiser effectivement. Vous achetez 2 citrons. Il y en a un que vous allez magnétiser tous les soirs, tous les après-midi quand vous voulez. Vous allez poser vos mains sur le citron pendant 10 minutes tous les jours pendant 8 jours et vous allez comparer au bout de 8 jours vos 2 citrons. Il y en a un qui va être sec, qui ne va plus jamais changer, plein de bonnes énergies que vous avez transmises, et l'autre bah, qui va pourrir, qui va moisir, qui va évoluer, mais bon voilà. Hein. Et là, c'est la preuve que vous avez du magnétisme dans les mains, et c'est la preuve que vous pouvez devenir, si vous le souhaitez, thérapeute, pour votre famille ou pour vos amis, ou pour faire votre métier. Vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, moi, je me dis, ah ben ça m'intéresse. Le magnétisme, c'est intéressant. Je ne sais pas encore tout ce que je peux faire avec ça, mais en tout cas, ça m'intéresse. Et je promène encore mes petits-enfants, voilà, et je vois une plaque sur une porte marquée un tel hypnose, machin. Et je me dis, ah bon, on peut vivre de l'hypnose, on peut avoir un cabinet pour faire de l'hypnose. Ah mais ça m'intéresse. Je suis encore infirmière, j'ai droit à des formations. Donc, je ferai des formations concernant l'hypnose avec mes droits infirmières. Le premier, je passerai dans la formation continue. Le deuxième, je le paierai, mais j'ai l'argent pour payer, donc à l'époque, ce n'est pas un problème. Donc, je me paye ces formations d'hypnose qui me permettent de pouvoir hypnotiser.
Et avec le magnétisme, en fait, je me dis, bah, c'est bien beau, mais je sais magnétiser, mais enfin bon, c'est pas le tout pour devenir thérapeute. Et comme par hasard, la vie me guide vers une personne qui habite Arbois et qui me dit: «Je forme les gens sur 2 ans sur le magnétisme et sur d'autres choses, enfin voilà, je fais une formation». Ah bah, je dis: «Ça m'intéresse, surtout à Arbois, à côté de Salins, à un quart d'heure de Salins, c'est tip top». Et me voilà partie pour 2 ans de formation. Et donc, je peux arrêter infirmière libérale, je me lance dans toute autre chose. Alors évidemment, il faut être un petit peu folle ou un petit peu sûre de soi, ou un petit peu voilà. Mais encore une fois, si je savais tous les déboires qui m'attendaient, je ne l'aurais sans doute pas fait. Et heureusement, je ne m'arrête pas à ça. J'y crois dur comme fer et j'y crois toujours dur comme fer. Je sais que c'est ma voie, ça, je passe des étapes, je passe des leçons, mais j'y arriverai. Je mettrai le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Et donc je me lance dans cette formation de magnétisme et je sais que je ne peux plus être infirmière libérale, donc je monte mon cabinet en 2018. Et aujourd'hui, en 2021, eh ben, ce cabinet que j'ai monté avec plein d'espoir, mais vraiment j'ai mis tous mes rêves, tous mes espoirs, toute ma belle énergie, etc. Eh ben, ce cabinet, arrivé fin 2021, il faut que je le lâche. Il faut que je le lâche parce que financièrement, je ne m'en sors pas. Ce cabinet, ben oui, il a un loyer, il a des charges, il y a des charges à côté, enfin bref, ils ne permettent toujours pas de vivre. Et c'est quelque chose de difficile pour moi parce que bien sûr, j'ai mis tous mes espoirs, j'ai mis vraiment, voilà, et perdre ce cabinet pour moi, c'est vraiment très, 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 très difficile. Pour autant, bon, bah, il faut que la raison l'emporte, c'est-à-dire que je ne peux pas vivre de cette façon de travailler. Voilà, et même que je ne peux pas en vivre, en fait, tout se précipite pour que je lâche en fait ce cabinet. Parce que entre-temps, même si j'ai beaucoup d'espoir si je sais que je suis une bonne thérapeute et que voilà, que je fais du bon boulot et que j'en vivrai un jour, pour autant, quand je monte ce cabinet, je n'arrive toujours pas à en vivre. Et là, contrainte et forcée, parce qu'on ne peut pas dire autrement, toujours pour des raisons d'argent, hein, contrainte et forcée financièrement, je redeviens infirmière. Mais vraiment contrainte et forcée parce que pour moi, j'ai plus envie. J'ai envie d'avancer et je ne comprends pas pourquoi on me fait reculer et on me fait revenir infirmière. Je repars infirmière vraiment pour une chose, hein, c'est l'alimentaire, on va être très clair. Pour autant, je suis vernie parce que c'est un travail voilà, avec des personnes handicapées. Donc, c'est plutôt sympa. C'est pas facile, mais c'est très sympa. Avec des collègues sympas. Enfin, c'est à côté de chez moi. J'ai pas de frais. Enfin, vraiment, j'ai toutes les bonnes conditions pour continuer à la fois mon cabinet et être infirmière. Donc, je repars infirmière contrainte et forcée pour des soucis d'argent. Et là, la loi étant ce qu'elle est, le Covid passe par là, etc., etc. Toujours est-il que moi, pour des raisons strictement personnelles, je ne veux pas me faire vacciner. C'est hors de question. Donc, le 15 septembre, eh ben, je me retrouve suspendue de mon travail d'infirmière. Donc, pour moi, quelque part, je me sens libérée de ce travail, c'est-à-dire que pour moi, pour ma compréhension à moi, je n'ai plus à être infirmière et voilà, je vais vivre simplement de mon cabinet de thérapeute, ce que j'ai toujours voulu faire. Pour autant, ça ne se passe pas comme je voudrais. Ce serait trop facile. Ça se passera un jour comme je voudrais, plus tard, quand je serai grande. Et en fait, depuis le 15 septembre, donc je n'ai plus de salaire. Mais par contre, les dettes s'accumulent, c'est-à-dire que j'avais déjà des dettes au niveau de ce local que je n'arrivais pas à payer. Et là maintenant, s'accumulent les dettes de chez moi, de mon privé. Et donc là, ça commence juste à devenir ingérable. Et si, bien sûr, je ne pense pas me retrouver dans la rue dans cette vie-là, parce que c'est pas ce que j'ai à vivre dans cette vie-là, j'ai à vivre des problèmes d'argent, ça je le sais. Mais vivre de peu, moi, je le sais, je le connais, je sais très bien vivre de peu, sauf que là, je commence à tout petit peu en avoir marre. Parce que ce qui est le plus pénible pour moi, en dehors du fait de quitter ce local, qui est vraiment très, très, très difficile pour moi, je ne le cache pas, c'est vraiment voilà, une épreuve, mais pour autant, je sais que si je perds quelque part, je lâche ce cabinet, c'est pas une punition du tout, c'est parce que quelque chose de mieux m'attend ailleurs, qui me correspondra mieux. Mais pour autant, ce qui est le plus difficile, moi je rêve d'être une femme libre, indépendante. Alors je le suis à bien des égards, ça c'est clair. Mais je ne le suis toujours pas indépendante financièrement. Et là, ce qui est très très difficile pour moi, c'est que je dépends à nouveau de mes enfants pour vivre.
Alors c'est sans doute normal que les parents aident les enfants quand ils sont en difficulté, et chaque fois que j'ai pu aider mes enfants en difficulté, je l'ai fait de bon cœur, et c'est tout à fait normal. Mais accepter à 58 ans de dépendre de ses enfants pour vivre, même si c'est un acte d'amour et de solidarité familiale, ça je l'entends, je le comprends et je remercie le ciel et mes enfants, ça c'est clair et net. Pour autant ça, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile pour moi. J'ai toujours rêvé d'être indépendante, j'ai toujours rêvé de, voilà, ouais, d'être indépendante, d'y arriver financièrement, de ne dépendre de personne. Et là, aujourd'hui, bah, la leçon que j'ai à apprendre, c'est d'accepter que oui, je serai indépendante un jour, bien sûr, je serai libre un jour financièrement, bien sûr, mais en attendant que mes enfants veuillent m'aider, même si ça me fait mal au cœur pour eux, mais voilà, bah, je ne peux pas leur refuser, de toute façon, on va être très clair, je n'ai pas les moyens. Donc voilà, mais, mais c'est aussi un cadeau du ciel, et c'est-à-dire que par rapport à mes difficultés familiales, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que j'aurais aimé avoir une famille de rêve, un papa et une maman qui s'aiment et que les enfants soient heureux, voilà. Bon, c'est pas tout à fait juste, mais pour autant, j'ai pas tout à fait raté puisque mes enfants financièrement, eux, vont bien. Alors ça, au niveau de l'amour et du financier, mes enfants vont très bien. Ça, c'est ma grande fierté, ma grande victoire, on va dire ça comme ça. Et donc, bah, ils trouvent ça normal de m'aider puisque, bah, voilà, même si je ne les ai jamais aidés financièrement, même si j'ai pas pu leur payer d'études, même si voilà, bah, je leur ai donné l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs de l'honnêteté, les valeurs du travail, du courage et voilà et les valeurs de la famille. Et ben, on est une donc voilà, donc ce que j'ai à apprendre, avec ce local que je dois laisser, c'est qu'en fait, et ben, je dois accepter les choses qui viennent dans ma vie de façon, positive ou négative, comme étant mon chemin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, il me faut lâcher le contrôle, lâcher prise. Moi qui ai géré, donc vous avez bien compris, toute ma vie, avec peu, j'ai toujours tout géré. Je m'en suis toujours sortie. Et d'ailleurs, je me souviens quand mes enfants donc, étaient à l'école, au collège, etc. Donc j'avais une pension à payer au collège. Et moi, la pension, je la payais dès que j'avais l'argent, je payais la pension, etc. Et de la rentrée scolaire, etc. Je payais la pension des enfants. Voilà, parce que j'étais maladivement honnête, n'est-ce pas? Et en fait, même l'intendante du collège où étaient mes enfants, elle me dit, mais c'est extraordinaire, Madame Rouef, parce que vous payez tout tout de suite, alors que d'autres ont plus d'argent que vous, puis on réclame, on réclame. Elle me dit, non, mais je dis, ah, normalement, de toute façon, c'est payé, je veux pas. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai réglé d'abord les factures. Alors ça, gérer les factures, gérer les découvertes et tout ça, je le sais toute ma vie. Et qu'en fait, bon, voilà, j'en ai un tout petit peu marre parce que en ce moment, je vis de très peu. Ça, je sais le faire. Hein, ça, me priver de tout, je sais le faire. Mais là, j'en ai un petit peu marre. Je voudrais bien que la vie me sourie et que pour ça, eh ben, il me faut lâcher prise. Il me faut accepter les vicissitudes de la vie, ben, bon gré, mal gré. Et voilà, en sachant que ça n'est pas une punition du tout. Je ne suis absolument pas punie, pas du tout. Tous les jours, je fais de belles rencontres, de belles personnes. Et moi, je vois moi qu'il y a des problèmes d'argent. La relation avec la banque. Alors, je suppose que vous aussi, vous avez des relations avec la banque plus ou moins fluttantes selon l'argent. Et moi, comme j'ai toujours été dans la peine financièrement, mes relations avec l'argent, avec la banque, c'était un peu compliqué. Et je me souviens d'une fois, à la caisse d'épargne de Montmoreau, il y a très longtemps, je venais de divorcer et évidemment, je n'avais pas d'argent et je vivais toujours de peu. Et j'arrive à la banque et à cette époque-là, je m'entends dire par ma conseillère, enfin la dame qui était au guichet à l'époque, Madame Rouef, il faudrait régulariser votre compte. Il manque, vous êtes en découvert de 25 francs à l'époque, hein, 25 francs. Et moi, j'étais là toute honteuse, toute coupable, à me dire, ah, mais je vais avoir un remboursement de sécurité sociale qui va arriver. Hein. Mais la honte que j'avais, que devant tout le monde, on dise que j'étais en déficit de 25 francs, alors que maintenant, franchement, là, j'aurais que 25 francs de découvert aujourd'hui, ça ne ferait pas de soucis. Comme quoi, tout est relatif. Et en fait, ma relation avec la banque a beaucoup changé et avec l'argent a beaucoup changé parce que maintenant, quand je vais voir mon banquier en lui disant, ben voilà, j'ai plus de revenus, etc., mais je suis très, très, très bien accueillie et je sens que ce n'est pas le sourire commercial. Je sens vraiment de la chaleur humaine qui compatisse avec moi, que ce soit dans mon banquier professionnel ou mon banquier personnel.
mais je sens vraiment de la chaleur humaine, comme quoi mon rapport à l'argent a changé, parce qu'en fait, c'est pas la banque en elle-même, c'est pas les impôts en elles-mêmes qui nous embêtent, c'est les humains, on a affaire à des êtres humains, que ce soit une banque, etc. On a affaire à des êtres humains, et soit l'être humain est chaleureux et compréhensif, soit il ne l'est pas. Mais quand je suis sincère et honnête en disant, ben voilà, le loyer, je suis désolée, mais le loyer, j'ai pas de salaire en novembre, je ne vais pas pouvoir vous payer votre loyer, ben, les gens ne me disent pas, non mais il faudra penser quand même, ça ne nous regarde pas, il faudra penser une solution. Ils disent, ben, je compatis, dites-nous dès que vous pouvez, ben voilà. Il compatit jusqu'à un certain point, il faudra quand même bien que je paye mon loyer à un moment donné. Mais pour autant, je ne ressens pas de jugement des gens. Je ne ressens pas en disant, bah, c'est votre choix, il faut l'assumer, vous avez qu'à vous faire vacciner. Pas du tout, du tout. Je ressens vraiment de la chaleur humaine parce que je suis juste, je suis honnête, je fais selon mon cœur. Alors avec mes défauts, mes qualités, mais je fais selon mon cœur. Et là où je vois aussi où j'ai évolué par rapport à l'argent, c'est que je suis revenue infirmière contrainte et forcée financièrement pour ne pas manquer d'argent. En fait, je suis revenue par peur du manque d'argent. Alors que quand j'ai quitté le boulot d'infirmière le 15 septembre, je n'avais plus peur du manque d'argent. En fait, le manque d'argent, je sais le gérer. Ah bah ça, je sais très bien gérer mon manque d'argent. Mais ce qui était beaucoup plus difficile pour moi, et ce que je n'avais pas mesuré, c'était d'accepter de l'aide. Oui, je suis une grande fille indépendante, etc., etc. Oui, mais pour autant, je suis un être humain. Je suis reliée avec d'autres êtres humains. Nous sommes tous reliés ensemble, qu'on le veuille ou non. Nous formons une chaîne humaine, qu'on le veuille ou non. Et là, ce que j'ai à apprendre, c'est que si on me donne, si mes enfants me prêtent de l'argent pour que je puisse vivre au jour le jour, et même si ça blesse peut-être mon ego, ça c'est sûr que c'est mon ego qui est blessé, mais mon cœur dit oui parce que je sais qu'ils le font avec amour et par amour pour moi et pas pour me prendre le pouvoir pour moi. Parce que la relation à l'argent, elle peut être faussée, c'est-à-dire qu'on parle souvent de choses gratuites. Et j'ai mis du temps à comprendre que la gratuité, c'est pas juste. C'est-à-dire si par exemple, je vous fais un soin, on va dire un soin gratuit, de bon cœur, hein, je vais le faire de bon cœur, il sera fait tout à fait normalement, etc. Mais ça voudra dire que inconsciemment, je prends le pouvoir sur vous. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous me devez quelque chose. Même si je ne vous le demanderai jamais, même si ce n'est pas mon intention première, pour autant, le fait que je vous ai donné quelque chose de gratuit vous rend redevable vis-à-vis de moi. Et j'ai mis du temps à le comprendre parce que je me disais, ben non, je le fais gratuitement, mais oui, je prends le pouvoir sur l'autre. Or, je ne veux pas avoir le pouvoir sur l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que dans mes soins, etc., je rends les gens responsables, je les accompagne, je les guide, mais ils ont une part de responsabilité, ils ont une part de travail à faire. C'est 50% du travail. Moi, je les guide et après, ils font ce qu'ils ont à faire. Et en fait, c'est pour ça que moi, je marche beaucoup dans l'échange. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent pour me payer le soin, ok, mais on marche dans l'échange. Vous pouvez m'offrir des confitures, des bouquets de fleurs, vous pouvez me rendre service, vous pouvez, voilà. Il y a des tas de choses qu'on peut faire en échange. Et voilà, ça peut être une location de salle, ça peut être un tas de choses. Une compétence informatique, une compétence, etc. Tout est juste à partir du moment où l'échange, la valeur est juste. Et la valeur que l'on se donne, la valeur de l'argent, c'est toujours quelque chose de compliqué. Quelle valeur je me donne moi? Est-ce que vraiment je me donne la valeur pour accepter de vivre bien de mon métier de thérapeute, de mon métier de soignant, de thérapeute? Est-ce que je me donne suffisamment de valeur pour accepter l'argent? Il y a beaucoup de croyances autour de l'argent qui fait qu'on n'accepte pas l'argent. Si j'ai l'idée que les riches sont tous malhonnêtes, qu'il n'y a pas un riche qui est sympa, enfin qu'ils sont tous avares et malhonnêtes, que si l'argent est sale, je n'ai aucune chance de devenir riche et vivre dans l'abondance si j'ai ces croyances-là. Si je pense que l'argent est sale, forcément, j'en aurai pas, puisque je pense que c'est sale. On a aussi des croyances qui nous limitent aussi dans le fait d'avoir de l'argent. Quelle valeur je me donne, quelle acceptation de l'argent, enfin, quelle représentation de l'argent j'ai. Il y a plein de choses qui tournent autour de l'argent. Et moi, de toute ma vie, j'en apprends encore et je ne sais pas si un jour je serai vraiment au clair avec l'argent. Mais à chaque fois, ce sont des leçons de vie que j'apprends. Et je sais parfaitement qu'un jour, je vivrai très bien de mon art, jusque je ne sais pas quand. C'est ça la grosse interrogation, je ne sais pas quand. Eh bien, quand j'aurai accepté ma valeur, quand j'aurai accepté d'arrêter de gérer ma vie, de contrôler ma vie, mais que je me laisserai vivre et que ce qui me tombera du ciel, en bien comme en mal, je l'accepterai comme étant des cadeaux pour me faire avancer et non comme des punitions, mais des cadeaux pour me faire avancer. Et quand je vois toute cette gentillesse autour de moi, quand je vois tous ces gens qui veulent m'aider,
Je me dis que je suis vraiment bénie, que j'ai de la chance d'avoir des enfants formidables, que j'ai de la chance d'avoir des amis formidables, que j'ai de la chance de rencontrer des gens formidables qui m'aident, qui font plein de choses avec moi et qui m'aident à progresser dans ma valeur. Et voilà. Et donc, moi, ce que j'espère avec cette conférence, c'est pas vous donner des leçons, c'est simplement vous dire que dans la vie, il y a des leçons à apprendre et que si on a des soucis d'argent, c'est pas une punition. C'est juste que peut-être qu'il y a du lâcher prise, peut-être qu'il y a à se donner de la valeur, peut-être qu'il y a des croyances aussi limitantes. Moi, je disais aussi souvent, je suis née pauvre, je mourrai pauvre. Bon, ben, si je veux mourir pauvre, ben voilà, on va pas me donner d'argent, hein. Bon, voilà, c'est aussi à moi aussi de nettoyer ses croyances, de nettoyer aussi l'arbre généalogique, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire pour que l'argent coule. L'argent, c'est de l'énergie, il ne faut pas le bloquer, il faut le laisser couler. Et à moi de le laisser couler, de ne pas le bloquer par l'énergie, de vouloir tout contrôler, tout gérer. C'est sans doute ce qui est le plus difficile pour moi, c'est accepter de lâcher prise, accepter de l'aide des autres et accepter de lâcher prise et accepter de me donner de la valeur. Si cette conférence vous a permis de comprendre certaines choses par rapport à vos rapports à l'argent, j'en suis absolument ravie. Je vous remercie de votre écoute attentive, de votre bienveillance, de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour la suite. Au plaisir de partager avec vous en direct ou en différé, mais au plaisir de partager avec vous.